Ok, bismillah. Donc, on va résoudre l'exercice 1.6 en magnétostatique. Donc, cet exercice consiste à calculer le champ magnétique créé en un point de son axe par une demi-spire. Bon, l'approche qu'on va prendre, c'est qu'on va d'abord résoudre le problème avec une spire. Après, on va en déduire le champ magnétique créé en un point de son axe par une demi-spire. Donc, lisons le problème. On considère dans le plan X, O, Y une demi-spire. Bon, on va dire une spire. Donc, je le fais avec une spire. Après, je vais en déduire une demi-spire. Le centre O, donc voici le centre O. Le rayon A, OK, donc le rayon c'est A. Parcouru par un courant d'intensité I. Donc, ça, c'est le courant d'intensité I. Je le considère qui va dans le sens positif, on va dire, okay? Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, ça, c'est le sens positif. On va y revenir. OK, dans le sens des θ croissants, OK, dans le sens positif, que l'on repère par un point P de la demi-spire, ou on va dire de la spire. De la spire. En coordonnées cylindriques. L'angle θ, donc, vaut, donc, entre moins pi sur 2, pi sur 2. Bon, là, je vais dire que l'angle θ va valoir de 0 à 2 pi. Strictement la même chose, OK? Donc, je veux toute la spire. Soit M, un point de l'axe OZ. Donc, le point central est ici, ça, c'est le point O, et ça, c'est l'axe OZ. OK? C'est la verticale. Donc, je vais choisir mon axe X, OX, OY et OZ de cette façon. Supposons que j'ai mon axe OX qui est comme ça. Supposons que mon axe OY, il est comme ça. Donc, ici, j'ai X, ici, j'ai Y, et là, j'ai Z. Repère orthonormal direct. Donc, on va assumer, on va supposer que, donc, le point P, il est là, le point de ma spire. Donc, la spire est parcourue par un courant I, qui va dans ce sens-là, qui est dans le sens positif. OK? Donc, vous savez que quand le courant va dans le sens positif et tourne dans le sens positif, j'ai mon champ magnétique qui va être dans le sens plus EZ, dans l'axe OZ. Et on va démontrer ça dans un instant. Donc, ce point P, il est là. Donc, ça, c'est le point P. Okay. Il a un petit dl qui est tangent au cercle. Et je vais noter le vecteur ER. Je vais le noter comme ça. Eθ tangent au cercle dans le sens des θ croissants. Donc, les θ, c'est ça. Okay. Je regarde θ par rapport à l'axe des X. Donc, ça, c'est l'angle θ. Très bien. Et le rayon, comme on l'a dit, le rayon, c'est A. Donc, ça, c'est A. Ça, c'est A. Et le rayon de la spire, c'est A. Très bien. Donc, ça, c'est mon vecteur ER. Ça, c'est mon vecteur Eθ. C'est des vecteurs unitaires, OK? Mon dessin n'est pas très bien fait, mais bon, vous comprenez. Et là, c'est le vecteur EZ. Donc, dans mes coordonnées cylindriques, j'ai le vecteur ER, Eθ, EZ, et c'est un repère orthonormé direct. Très bien. Donc, je regarde le champ magnétique créé par cet élément de courant-là, idéal, où? Donc, idéal, il est là. Okay. D'ailleurs, vous pouvez voir que dl, c'est juste
A d θ, E θ. Okay? dl est dans la direction de E θ. Donc ça, c'est dl. On va l'utiliser plus tard quand on va utiliser ma loi de Biot-Savart. Très bien. Donc, je veux regarder le champ magnétique créé par I, dl, ou au point M. Où est le point M? Le point M, c'est un point de l'axe OZ. Donc, le point M, la distance OM, c'est ça que j'appelle la distance Z. OK? Ça, c'est Z. M est traqué et on va dire est déterminé par Z en fait. Donc, c'est quoi le petit élément de champ magnétique que je vais appeler dBm, créé par IDL au point M. Donc, la loi de Biot-Savart nous dit que c'est mu0 sur 4pi IDL vectoriel PM divisé par PM au cube. Donc, c'est ça la loi de Biot-Savart. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc, c'est quoi le vecteur PM? C'est le vecteur qui lie mon point P de la spire au point M. Donc, le vecteur PM, il est là. Ça, c'est le vecteur PM. PM vecteur. Donc, je peux définir un vecteur unitaire dans la direction de PM. Donc, je vais dire EPM. Vous vous rappelez, ça va être PM vecteur sur la norme de PM. Très bien. Et c'est ça le vecteur unitaire dans la direction PM. Donc, je vais le noter comme ça, EPM. EPM, il va être comme ça. Bon, je vais prendre une autre couleur. On va dire... okay. Donc, ça, c'est EPM. C'est un vecteur unitaire dans la direction de PM. Très bien. Donc, si je réécris ma loi de Biot-Savart, j'aurai mu0 divisé par 4pi. I. Au lieu d'écrire dl, je vais écrire a d θ, E θ. Et au lieu d'écrire PM sur PM au cube, je vais le remplacer par EPM. Du coup, au dénominateur, j'aurai PM au carré. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc, j'ai remplacé dl par ça. Et j'ai remplacé PM sur PM cube par EPM divisé par PM au carré. OK. Donc, maintenant, mon objectif, c'est d'écrire EPM en fonction de ER et Eθ. Il y a deux façons de le faire. Soit j'introduis ici le point O. Donc, j'aurai PO vecteur plus OM vecteur, le tout divisé par PM, le tout divisé par PM. Donc, je multiplie ici par, on va dire, PO sur PO et je multiplie ici par OM sur OM. Et je regarde ça. Ça, c'est quoi? PO sur PO. Ça, c'est le vecteur PO comme ça. Donc, ça, c'est juste moins ER. Donc, j'aurai moins ER. Voilà, tu vois, ER, c'est dans ce sens-là. Moins ER, c'est PO sur PO. Maintenant, c'est quoi PO sur PM? Il faudrait bien regarder PO, qui est là, sur PM. Donc, si j'appelle cet angle-là alpha, PO sur PM, ça va te donner quoi?
Ça va nous donner cosinus alpha. Je vais le faire de cette façon-là. Attendez. Au lieu d'appeler cet angle alpha, je vais le faire en rouge. Donc, on va enlever ça. Je vais appeler cet angle-là alpha. Okay? Et le complémentaire de cet angle-là. Donc, le cosinus de cet angle-là, c'est le sinus de cet angle. Donc, si j'appelle ça l'angle alpha, c'est quoi PO sur PM? Bon, je vais vous le dire. PO sur PM, ça va être sinus alpha. Plus OM sur OM, ça c'est ça qu'on a appelé, c'est le vecteur unitaire dans la direction de OM. C'est ça qu'on a appelé EZ. OM est dans la direction EZ. Maintenant, OM sur PM, ça veut dire quoi? OM sur PM, ça c'est cosinus alpha. En d'autres termes, mon vecteur EPM, c'est juste moins sinus alpha ER plus cosinus alpha EZ. Il y a une autre façon très rapide de le connaître ou de le savoir, de le calculer. C'est en disant EPM est dans ce sens-là. EPM, je peux le décomposer dans la direction ER et dans la direction EZ. Si alpha est là, alpha va revenir ici. On est d'accord? Donc, dans la direction EZ, j'aurai un EPM. Je peux le décomposer dans la direction EZ, mais aussi je peux le décomposer dans la direction ER. Donc, dans la direction EZ, c'est ça. Donc, ça va être un cosinus alpha, comme ici. Et dans la direction ER, c'est ça. C'est le côté opposé. Et c'est opposé à ER, donc c'est moins sinus alpha. Et vous voyez, c'est exactement ça qu'on a ici, moins sinus alpha. Donc, ça nous donne le même résultat. OK. Donc, pour le moment, je vais juste regarder Eθ vectoriel EPM. Ça me donne quoi? Donc, je vais écrire Eθ vectoriel EPM. Donc, ça va nous faire cosinus alpha Eθ vectoriel EZ moins sinus alpha Eθ vectoriel ER. Donc, Eθ vectoriel EZ, ça nous donne ER. Et Eθ vectoriel ER, ça nous donne quoi? Moins EZ. Donc, en gros, mon Eθ vectoriel EPM, c'est juste cosinus alpha ER plus sinus alpha EZ. Très bien. Donc, je vais revenir à ma loi de Biot et Savart et je vais réécrire tout ça. Donc, dBm est égal à combien? Il a la mu 0 I sur 4pi. dL, comme on a dit, c'est AD θ. Et on divise par PM au carré.
Et ici, j'ai quoi? Eθ vectoriel EPM. Et Eθ vectoriel EPM, c'est ça qu'on a dit, c'est cosinus alpha ER plus sinus alpha EZ. Donc, je crois que c'est ça qu'on a. Si j'ai pas fait d'erreur quelque part, en principe, non. OK. Maintenant, regardez bien ici. PM au carré. Vous vous rappelez ici, mon P, il est là. Mon M, il est quelque part là. Ça, c'est la distance Z. Mon angle alpha, il est là. Donc, on peut écrire ces relations-là. Sinus alpha. C'est quoi sinus alpha? Évidemment, ça va être A divisé par PM. Cosinus alpha. C'est quoi l'angle cosinus alpha? Ça va être Z divisé par PM. Tangente alpha, ça va être A divisé par Z. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ici, à votre avis? Donc, on peut utiliser le fait que euh, sinus alpha, donc on veut réécrire ça, PM au carré. Donc, on va dire que PM au carré, ou 1 sur PM au carré, est égal à sinus alpha au carré divisé par A au carré. Donc, c'est cette relation-là que je vais utiliser et je vais l'injecter ici. Pourquoi? Parce que Z est fixe et je veux parler de sinus alpha. En fait, je veux écrire tout en fonction de sinus alpha, pas de Z. OK, donc dBm va nous donner mu 0i sur 4pi a dθ. Et au lieu d'écrire 1 sur pm au carré, je vais écrire sinus carré alpha sur a au carré. Et ici, j'aurai un cosinus alpha ER plus un sinus alpha EZ. Maintenant, si je veux PM, je vais intégrer tous les dBm en utilisant toute la sphère. Bon, regardez bien ici dBm. Vous voyez, dBm a une composante selon ER et une composante selon EZ. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, dBm, qui est le champ magnétique ici, aura une composante dans la direction ER et une composante dans la direction EZ. Donc, en fait, mon dBm sera quelque part comme ça. Donc, une composante dans la direction ER, on va supposer que ER, c'est comme ça, et une composante dans la direction EZ, et EZ, il est comme ça. On peut voir que le dBm ici, évidemment, quand je vais intégrer le long de ma spire, ce dBm-là va parcourir ce cône-là. Okay? Donc, en fait, quand je vais intégrer sur toute la spire, on va se rendre compte que les composantes dans la direction ER vont s'annuler. Vous voyez ER là? Toutes les composantes dans la direction ER vont s'annuler quand je vais intégrer. Donc, quand j'intègre ça, dans toute ma spire, les composantes là vont s'annuler. Les contributions de ER vont s'annuler. Alors que les contributions dans la direction EZ vont s'ajouter.
Donc, les contributions dans la direction ER vont s'annuler. Les contributions dans la direction EZ vont s'ajouter. Donc, en fait, après l'intégrale, cette contribution va s'annuler. Donc, je vais intégrer sur toute ma spire mu 0 sur 4 pi A, mu 0 I sur 4 pi A, sinus alpha, et sinus alpha est fixe. Maintenant, dθ. En fait, la seule variable, c'est dθ. En fait. Et ici, vous voyez ici, là, j'ai sinus carré alpha qui vient de ça, multiplié par ce sinus alpha là. Donc, j'ai sinus cube alpha et j'ai le EZ qui va rester. Donc, je mets mes constantes en dehors. J'aurai mu 0i sur 4ia et je vais avoir sinus cube alpha. On est d'accord? Et je vais intégrer dθ entre 0 et 2pi. Donc, intégrale de dθ parce que c'est la seule variable ici. Okay? Donc, je vais faire sur toute ma spire. Donc, c'est 2pi en 0, 2pi. Et je suis dans la direction EZ. Donc, ça me donne 2pi. 2pi va se simplifier avec ce 4pi là. Ce que j'ai, qui est mon champ magnétique au point M, créé par la spire. Et dans ma spire, mon θ va de 0 à 2pi. C'est mu 0, pi. J'avais 4pi ici et 2pi, donc ça va faire 2. Et j'aurai un 2a ici, sinus cube alpha. Vous vous rappelez sinus cube qui vient de sinus alpha EZ et de sinus carré alpha divisé par a au carré. Donc, j'ai sinus cube qui est une constante et le tout dans la direction EZ. Et c'est ça le champ magnétique créé au point M qui est situé sur l'axe Z. Est-ce que vous voyez? Super. Donc, vous voyez que le champ magnétique est dans la direction EZ. J'aurais pu le voir dès le début en dessinant un plan de symétrie et un plan d'antisymétrie. OK? Donc, c'est quoi le plan de symétrie ici? C'est le plan contenant ma spire. Donc, le champ magnétique doit être normal au plan de symétrie. Donc, le champ magnétique doit être dans l'axe OZ. OK? Donc, si je prends ça comme plan de symétrie, le champ magnétique doit être normal au plan de symétrie. Donc, le champ magnétique sera sur l'axe Z, d'où la direction EZ. Et on connaît ça déjà en utilisant la règle de tire-bouchon. Okay? Si on utilise la règle de tire-bouchon, pour un point sur l'axe OZ, le champ magnétique doit être nécessairement dans l'axe OZ, dans la direction plus EZ, puisque le courant circule dans le sens positif. Donc, pour une demi-spire maintenant, B au point M pour une demi-spire, je vais prendre la moitié parce que la variable d'intégration sera de 0 à pi ou de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, ça va être la moitié de ça, mu 0i, divisé par 4a, sinus cube alpha dans la direction EZ. Ici, on peut écrire, vous vous rappelez sinus alpha? Sinus alpha, on avait dit que c'est égal à A divisé par combien? Divisé par PM. Donc, je vais le refaire. Donc, ça, l'angle, il est là, alpha. Donc, sinus alpha, c'est A, le rayon, divisé par PM, qui est l'hypoténuse. Mais vous vous rappelez que PM au carré, c'est A au carré plus Z au carré. Donc, PM, c'est A au carré plus Z au carré à la puissance 1,5. Donc, sinus
alpha, c'est juste A divisé par la racine carrée de A au carré, Z au carré. Donc, sinus cube alpha, c'est A au cube divisé par A au carré plus Z au carré à la puissance 3 demi. Donc, on va réécrire le champ magnétique B. Au lieu d'utiliser sinus alpha, on va l'écrire sous forme de Z. Donc, on va regarder pour une demi-spire et on va le faire aussi pour une spire. Donc, pour une spire, B spire serait mu 0i sur 2A, A au cube divisé par A au carré plus Z au carré à la puissance 3 demi. Et le tout dans la direction Z. OK? Donc, la demi-spire va être la moitié de ça. Donc, mu 0i sur 4A. A au cube divisé par A au carré plus Z au carré à la puissance 3 demi. Maintenant, la question que je pose après, calculer le champ magnétique au point O. Donc, c'est quoi le champ magnétique B au point O, créé par la spire et créé par la demi-spire? Au point O, qu'est-ce qu'on peut dire? Au point O, Z est égal à 0. Z est égal à 0. Donc, si je dis au point O, Z est égal à 0, ça me fait quoi? Sinus alpha, qui est A sur A au carré plus Z au carré à la puissance 1 demi, ça me fait 1. Donc, sinus alpha est égal à 1. Donc, le champ magnétique au point O, c'est juste mu 0i sur 2A Z. Ça, c'est le premier exercice qu'on a résolu. Le champ magnétique au centre de la spire, c'est mu 0i, I sur 2A. Donc, ça, c'est pour la spire. Pour la demi-spire, ça va être la moitié de ça. Donc, mu 0i sur 4A dans la direction Z. Super. Euh, L'exercice 1.7 va bâtir sur ça. Donc, une bobine, c'est un regroupement de N spires qu'on peut approximer comme étant superposées les unes sur les autres. Déterminer le champ magnétique B, créé par une spire, une seule spire en un point M de son axe. C'est ça qu'on a déjà dit. Donc, B au point M dépend de Z et c'est égal à mu 0i sur 2A, A au carré divisé par A au carré plus Z au carré à la puissance 3 demi dans la direction EZ. Donc, ça, c'est le champ créé par une seule spire, une spire. Maintenant, en déduire le champ magnétique BO créé par une spire en son centre O. Si je veux BO, je dis que Z est égal à 0. Et quand je dis que Z est égal à 0, ça disparaît. Donc, j'aurai A au carré sur A à la puissance 3, n'est-ce pas? Donc, j'aurai 1 sur A. Donc, j'aurai quelque chose du genre mu 0i mu 0i sur 2A. Pardon, ici, j'ai fait une erreur ici.
ici, j'ai fait une erreur. Donc ici, c'est à la puissance 3. Ouais, c'est à la puissance 3. Ouais, parce que j'ai mis, ici, c'est à la puissance 3. OK. Donc c'est mu 0i sur 2a dans la direction EZ. Donc, pour une bobine qui est N spire, donc on multiplie par N. PNO, ça va être N mu 0i sur 2a de Z. Pour une demi-spire, très simple. Pour une demi-spire, je prends juste N est égal à 1 demi. Donc, ça va me faire mu 0i sur 4a dans la direction EZ. C'est ça pour une demi-spire sur le point O. OK, bon, on va faire l'application numérique. Pour une demi-spire, on trouve 10,310-7 Tesla. Et pour n est égal à 500, on trouve combien? 6,310-4 Tesla. OK? Super. Je suis allé un peu vite parce que ça, on l'a déjà résolu en classe, mais pas de grosses difficultés. Il faut juste se concentrer et bien le faire. Donc, je résume. Champ magnétique B créé par une spire en un point M à Z, mu 0i sur 2a sinus cube alpha. Ce qui est mu 0i sur 2a, mais vous vous rappelez, sinus alpha, c'était A sur PM et A sur A au carré plus Z au carré à la puissance 1 demi. Donc, à la puissance 3, j'aurai A à la puissance 3 divisé par A au carré plus Z au carré à la puissance 3 demi. Très bien. Et quand je dis que je suis en point O, Z est égal à 0. Et j'ai juste B créé par une spire qui est mu 0i sur 2A, A au cube sur A au cube. Et ça, c'est 1. Mu 0i sur 2A, comme on le connaît déjà. Maintenant, pour une bobine, on juste multiplie juste par NBO. Donc, ça va faire N mu 0i sur 2A. Pour N spire, N peut être un entier ou un demi-entier. Une demi-spire, je prends juste la moitié. Pour une demi-spire, j'aurai mu 0i sur 4A. N est égal à 1 demi. Et on fait l'application numérique. OK, super. Bon courage.